Cette semaine, à l'émission Les Grands Sentiers, je vous présente la Mauricie. Tout d'abord en parcourant le Parc national de la Mauricie, un parc vraiment génial. Par la suite, Mokotakan, l'Auberge du Trappeur, un endroit encore une fois idéal pour connaître la culture amérindienne. Ensuite de ça, je vous amène dans un fjord splendide dans la région de Grande-Pile. Et pour terminer, un petit safari photo ici à Shawinigan. L'été dernier, j'ai eu la chance d'explorer le territoire québécois, de la région des Outaouais jusqu'aux îles de la Madeleine, en passant par la Gaspésie, Saguenay et Charlevoix, à la rencontre des gens, de la diversité naturelle et des activités plein air, une aventure pour vous faire découvrir le Québec, naturellement, sur les Grands Sentiers. Bienvenue dans le Parc national de la Mauricie. Ici, c'est un endroit idéal pour le canotage, la randonnée pédestre, mais également le kayak, plusieurs activités d'interprétation de la nature également. Et une des particularités, c'est qu'on trouve des sentiers multifonctionnels. Donc, je vous souhaite à tous une bonne visite. Le Parc national de la Mauricie a été créé en 1970. Il possède une superficie de 536 km². À seulement 20 minutes de la ville de Shawinigan, on peut y découvrir une nature extraordinaire dans la région la plus méridionale du bouclier canadien. Une des raisons de ma visite au parc a été d'observer les pétroglyphes amérindiens. Ces inscriptions datant de plus de 2000 ans témoignent de la présence des Premières Nations dans cette région. Nous, question de réduire un peu l'impact de l'érosion, surtout de l'écoulement de l'eau sur la paroi. Également de la glace, parce qu'en hiver, c'est un endroit qui peut, à l'occasion, avoir une certaine couverture de glace. On a installé une gouttière oblique, ce qui fait en sorte que l'écoulement de l'eau ne touche pas là, à la partie où est-ce qu'on retrouve les pétroglyphes. Également, c'est une paroi qui est également protégée, donc on demande aux visiteurs de ne pas, par exemple, faire des sauts à partir du haut de la falaise, ce qui ferait en sorte de faire des éclaboussures qui pourraient accélérer l'érosion de la paroi. Alors, c'est des actions qu'on met en œuvre de façon à pouvoir protéger ces éléments-là pour le présent et également pour le futur. Lors de ma visite au parc, j'ai remarqué qu'il n'y avait aucune indication pour trouver les pétroglyphes. Ces symboles sont extrêmement rares et font l'objet d'un secret bien gardé. Et c'est dommage qu'après 2000 ans d'histoire, quelques années de présence touristique viennent effacer ce patrimoine ancestral. C'est un endroit qui est quand même, qu'on garde le secret jalousement, parce que c'est le seul endroit à l'intérieur du parc où on retrouve ce type d'écriture. Il y a des fortes chances que ce soit la tribu des Atikamekw, qui est une tribu qui a fréquenté le territoire du parc pendant des millénaires et qui sont encore présents en Haute-Mauricie. Une chose qui m'a intrigué lorsque j'ai observé les pétroglyphes, c'est de comprendre leur signification. Des traces du passé qui laissent place à l'interprétation, mais savons-nous réellement ce qu'ils représentent? Je ne crois pas qu'on ait vraiment la définition exacte de ce qui a été reproduit sur ces falaises-là. Il y a des personnes qui sont venues, il y a des gens également des nations, mais on n'a pas de détails précis sur la symbolique là, de ces reproductions-là. L'un des attraits majeurs du parc est notamment le canot camping. Ici, au Parc national de la Mauricie, on a la possibilité de louer des embarcations telles que le canot, le kayak et le kayak double. Que ce soit en amis, en famille, en couple ou en solo, il y en a vraiment pour tous les goûts. Pour le canot camping, on y retrouve plusieurs sites très bien aménagés avec des emplacements pour les tentes, des toilettes sèches ainsi que des supports pour protéger la nourriture des animaux sauvages. En plus des activités nautiques, on peut profiter d'un vaste réseau de sentiers. Le Parc national de la Mauricie nous offre une panoplie d'activités, dont le canotage, mais également la randonnée pédestre. L'un des défis les plus agréables ici, c'est le long sentier, le sentier Laurentien. 75 km de randonnée, un niveau assez élevé. Et puis une des choses intéressantes, c'est que ça prend 5 jours et 4 nuitées pour l'exercer, donc manquez pas ça, c'est une belle aventure.
Le Parc national de la Mauricie offre une nature accessible et bien protégée. Et en parlant de protection, c'est important de respecter les consignes parce que les animaux ne sont pas juste sur les panneaux. Et voilà, c'est la fin du sentier Laurentien et c'est également la fin de notre belle visite dans le Parc national de la Mauricie. Quelle fantastique découverte que j'ai fait en Mauricie. Juste à l'entrée de la ville de Shawinigan, le domaine de la baie et des chalets enchantés est vraiment un endroit chaleureux et accueillant. Les chambres sont magnifiquement aménagées et insonorisées, le tout pour notre plus grand confort. Après avoir découvert la maison d'hôte, je suis allé voir le chalet dans lequel j'allais rester durant mon séjour en Mauricie, le chalet Le Chasseur. Le chalet offre une vue magnifique surplombant la rivière Saint-Maurice. Ici, pas de voisins à proximité, le chalet est accessible uniquement par un petit chemin privé. Mais c'est à l'intérieur que je découvre tout le charme de l'endroit. Dans un style rustique, tout en bois, avec de grandes fenêtres et une foule de détails qui donnent vraiment l'impression que quelqu'un pourrait habiter ici. Et non, une simple chambre d'hôtel. C'est d'ailleurs pour cela que le domaine de la baie et des chalets enchantés a reçu en 2009 le Grand Prix du tourisme québécois lauréat national bronze ainsi que le Grand Prix du tourisme québécois lauréat régional. C'est pour cette raison que j'ai fait du domaine de la baie et des chalets enchantés ma destination en Mauricie. Une autre belle découverte que j'ai faite en Mauricie est le centre d'interprétation amérindien Mokotagan. Situé à une vingtaine de minutes de Shawinigan, Mokotagan nous plonge dans la culture amérindienne. À Mokotagan, les 11 nations amérindiennes du Québec y sont représentées ainsi que leurs lieux spirituels. Ce qui m'a fasciné lors de ma visite, c'est le souci du détail et l'authenticité des lieux. C'est d'ailleurs avec un guide amérindien que j'ai pu découvrir l'endroit. Bonjour Simon. Bonjour. Kwekwe-Ataro. Ouais. Bonjour et bienvenue. Merci. Alors on est ici à Mokotakan, qui est un site d'interprétation de la culture autochtone. Exact. Alors, tout d'abord, on est situé proche du Parc national de la Mauricie, mais vous avez ici quelque chose de fascinant à découvrir. Vous représentez 11 nations autochtones, hein? Exactement, les 11 nations du Québec. D'ailleurs, le mot Mokotagan, qui est le nom du site, veut dire couteau-croche, parce que c'était vraiment l'outil ultime qu'on se servait. J'en ai un ici, si tu veux voir un peu à quoi ça ressemblait. Ah, super, hein? Et à la base, on faisait le manche de la même façon avec le bois d'orignal. Mais ici, pour la lame, étant donné qu'on n'avait pas de métal, c'était fait avec la dent de castor. Okay. Parce que la dent de castor est beaucoup plus longue qu'elle semble parce qu'elle rentre dans le crâne. La hache et ça, tu pouvais tout faire, le canot, la raquette, tout. Lorsqu'on parle d'habitation chez les Amérindiens, on pense immédiatement au tipi. Le tipi vient initialement des plaines, mais est devenu populaire chez pratiquement tous les peuples autochtones d'Amérique. Une des raisons à cela est l'excellente conception de cet abri. À la base, la toile extérieure ne touche pas le sol et est doublée à l'intérieur pour créer grâce au vent un effet de cheminée. Ceci permet de faire des feux à l'intérieur tout en évacuant la fumée grâce aux ouvertures pratiquées à son sommet. Alors nous voilà ici à la maison mi-souterraine. On est donc dans le monde des Inuits. On ne dit pas Esquimau. Esquimau, c'est péjoratif, ça veut dire mangeur de viande crue. On dit Inuit. D'ailleurs, on vend du sushi partout maintenant. C'est ça, hein? Et puis c'est semi-souterrain parce que dans le fond, c'était mieux pour l'isolation. Exactement, ça conservait donc la chaleur pendant l'hiver et le froid pendant l'été, donc c'était plus agréable. On va aller à l'intérieur. On va entrer. Attention à la tête. Puis à la base, comme tu peux voir, l'angle ici, on parle de 2 pointes. OK. Parce que c'était les côtes de baleine qui servaient à faire ces premiers habitats-là. OK. Par la suite, lorsque le blanc passait à l'intérieur avec les navires s'échouaient et les Inuits récoltaient le bois, puis c'est à partir de là qu'ils ont fait des maisons, comme tu vois ici. OK. Mais à la base, c'était de l'ossement de baleine, de la tourbe et de la mousse. La tente de sudation, elle est donc ronde comme ceci, ronde comme ça, et il y a un trou
qui est dans la terre. Et le symbolique de la tente de sudation est donc le fœtus de la mère terre. Alors lorsqu'on fait une cérémonie dans la tente de sudation, c'est donc une purification, une renaissance. C'est un petit peu l'ancêtre du sauna. Hein? OK. On place des pierres chaudes, donc même rouges, là, des pierres chauffées à vif. Et l'homme médecine va placer de l'eau par-dessus. Et ça fait donc un sauna. Il fait très noir à l'intérieur, on ne se voit pas ses propres mains. OK. Puis je pense qu'il y avait aussi une relation avec les 4 points cardinaux également. Exactement. Les 4 éléments. Voilà, Donc plusieurs grands symboles. exactement. Puis on finit par un partage qui est de fruits de la saison ou de jus de fruits et le calumet de paix. Ici à Mokotakan, l'endroit n'est pas seulement un site d'interprétation, mais également un lieu de découverte, de rassemblement, d'activités et de séjour en tipi. Que ce soit pour la trappe, le tannage de peau, la restauration de canots d'écorce, le site est vraiment vivant et représentatif. La culture amérindienne, les gens se déplaçaient beaucoup sur les plans d'eau, hein, finalement. Exactement. Il ne faut pas oublier hein, qu'ici au Canada, on a les 3/4 de l'eau douce de la planète. C'est quand même. Alors, c'est pas pour rien qu'on n'avait pas de route, on n'en avait pas besoin. Puis le canot d'écorce, ce qui est très pratique, c'est qu'il pouvait être réparé n'importe où. Lorsqu'il arrivait quelque chose, tu débarquais de l'eau, tu avais de l'écorce pour le réparer. Tu pouvais avoir du bois, évidemment, pour la partie intérieure. Et puis, pour calfeutrer, on se sert d'un mélange de gomme de pain et aussi, donc, de gras animal. C'est ce qui permet de calfeutrer vraiment puis d'empêcher l'eau d'entrer à l'intérieur. Et puis je pense que celui-ci est bien particulier parce que un peu plus tôt, tu me disais qu'il est assez âgé, ce canot-là. Il y a plus de 100 ans et on est en train de le restaurer. Wow. On peut voir justement, on est en train ici de poser les racines parce que c'était cousu avec de la racine. Ah ouais, hein? Alors on fait le tour exactement du bois comme ça, qui permet de bien serrer. Et puis à ce moment-là, quel genre de bois on utilisait pour faire un canot qui était solide, qui perdurait à travers le temps? Bien, le cèdre était très utilisé pour faire ce qu'on peut appeler le squelette. OK. Et puis souvent, on faisait le rebord comme ça ici. Mais lorsqu'on pouvait avoir du frêne, donc le bois franc, solidifiait le canot. Alors les bords de renfort et la partie intérieure comme ça pouvaient être faits en frêne. Mais ça dépendait toujours de la proximité. Ouais, qu'est-ce que tu retrouvais sur le lieu? Combien de temps ça pouvait prendre à faire un canot comme ça? En moyenne 2 semaines approximativement. 2 semaines, Ouais, OK. on parle d'une 10 heures d'heures par jour. On parle de 2 hommes seulement. OK. Donc c'est sûr qu'à l'époque, par contre, c'était communautaire, alors... Tout le monde se mettait ensemble et puis Exactement, exactement. il se faisait plusieurs canots aussi. J'imagine qu'il y avait plusieurs types d'embarcations. Ah ben pour oui, les Amérindiens. si on regarde exemple les côtés Atikamekw, on va voir souvent le devant et le derrière qui remontent. Recourbé, là. Exactement. Alors ça permettait dans les... comme évidemment le lac est énormément grand ici, le lac Saint-Jean plus haut. Alors même s'il y avait des grandes vagues, alors ça permettait aux bateaux. C'est la même chose que les courants là, de rivière lorsque c'est les trop rapides, puissant. ouais. Exactement. Alors, avec le devant qui est beaucoup plus haut, ça permet de pouvoir rentrer dans la vague. Là. OK. Alors, c'était pour ça que la communauté Atikamekw utilisait les canaux avec soulevés aux extrémités. Donc celui-ci, j'imagine que c'était pour des plus petits plans d'eau, peut-être? Plus la rivière. Plus la Plus rivière. la rivière. Probablement que cette embarcation-là a servi à guider les Américains, parce que vous devez savoir qu'ultérieurement, ici à Mauricie, tous les chalets étaient pris par des riches propriétaires des États-Unis Ah ouais? qui venaient ici en vacances. OK. Alors, probablement que le canot qui est ici a servi à guider Atikamekw pour guider ces gens-là. Alors maintenant, on arrive au clan de l'ours, dans le monde iroquoien. Alors, bienvenue chez le clan de l'ours. Merci. Oh wow! L'ambiance, hein? Ah ouais, hein? Ça, tout de suite, On le sent quand on rentre. D'ailleurs, on fait beaucoup de cérémonies ici. Le feu qui est ici a servi vraiment à beaucoup de cérémonies. C'est très magique comme endroit. Donc, naturellement, il y a une tradition amérindienne qui date de millénaires ici. C'est une maison longue ici. Exactement, la Maison Longue, dans le monde iroquoien. Je dis iroquoien parce que c'est la grande famille iroquoienne qui regroupait au Québec à l'époque les Iroquois du Saint-Laurent, eux qui ont complètement disparu des alentours de 1660. Nous avons les Wendat-Hurons, dont moi je fais partie. À la base, on n'était pas au Québec. On était vraiment en haut des Grands Lacs, où ce qu'ils appellent le lac Huron. D'ailleurs, en baie Georgienne, ils ont trouvé un village avec 70 maisons longues comme ça ici. Mais à la base, Huron, ça vient de la hure du sanglier. Hein? Oui. Puis les Français, ils nous ont vus avec ça, ils ont dit « Oh, quelle belle hure encore au sanglier! »
Mais c'est Wendat, qui veut dire les gens qui habitent un endroit entouré d'eau. Dans notre visite ici, peut-être donner un petit avant-goût aux gens, qu'est-ce qu'ils vont vraiment découvrir ici? Ils vont vraiment découvrir l'architecture amérindienne du Québec, les traditions, les différents outils qu'on pouvait utiliser et moi je dirais le cœur amérindien, le cœur proche de la terre. Mais c'est ça qu'on sent ici, on sent qu'il y a comme quelque chose qui fait du bien à l'intérieur. On se sent comme ça tous les jours. Mais j'aimerais te dire Megwish, qui veut dire merci beaucoup. Oui. Alors voilà, on va amorcer une section du Sentier national en parois. Il y a des belles falaises ici, la vue sur le fjord, ça va être très très beau. Bien là, on est rendu pas mal à mi-parcours là, du sommet. Et puis on commence à avoir des belles fenêtres de la vallée de la Saint-Maurice, là. Et puis on arrive au cime des arbres, hein, on voit du beau pin rouge là, des pinettes blanches, du pin, des cèdres, tout vient se rejoindre ici. Hein, Exactement. Là, on quitte graduellement le feuillu du bas de la montagne pour aller plus dans le conifère où on retrouve le pin rouge, l'épinette, le sapin, des le pruches cèdre. aussi. Hein? Oui, on a une pruche là, ici. Là, c'est vraiment diversifié au niveau arboricole. En passant, le blanc et rouge, c'est vraiment le symbole des GR. OK. Les GR, qui est l'abrégé de Sentier Grande Randonnée. OK. Et même si on va en Europe, c'est le blanc et rouge qui se trouve. On a vu ça aussi dans l'Estrie, c'est vraiment standard. Hein, C'est un standard international au niveau des sentiers du balisage des sentiers de grande randonnée, le blanc et rouge. On arrive bientôt à un beau panorama, un beau wow-wow. On approche là, du sommet. Là. On arrive à un de nos beaux Oh, que c'est beau. wow-wow. Et ça, c'est du panorama. Hein. On marche, puis on arrive ici. C'est le cadeau. C'est le cadeau en arrivant au sommet. Ah, que c'est beau. Hein. Et puis c'était appelé autrefois aussi le fleuve Noir. Hein? Oui, c'est que les premiers Européens l'ont baptisé la rivière de Fouez, qui devait être en l'honneur d'un haut dignitaire français. On l'a appelé par la suite la rivière Noire ou le fleuve Noir parce que c'est un eau qui est plutôt ferreuse et puis qui donne une couleur très noire à l'eau. Et puis c'est à partir de 1730 qu'on l'a appelé vraiment officiellement la rivière Saint-Maurice, en l'honneur d'un représentant du roi de France, qui était Maurice Poulain de La Fontaine, qui représentait le roi de France à Trois-Rivières. Et c'est un personnage qui a marqué l'histoire régionale. Et puis, son saint patron était Saint-Maurice. Et puis, ça a été seulement qu'à partir des années 1930 qu'un évêque de Trois-Rivières s'est inspiré du nom de Rivière-Saint-Maurice pour donner le nom à la région, la Mauricie. La Mauricie, OK. Mais la rivière, elle a quand même porté pendant des milliers d'années la rivière Métabéroutin, qui est vraiment le nom que les Amérindiens lui donnaient, qui veut dire tourbillon des vents. On a le plaisir ici en Mauricie d'avoir une nature, grosso modo, qui équivaut en superficie à la Suisse. OK. La rivière Saint-Maurice, en arrière de nous, c'est quand même une rivière, la troisième plus grosse rivière du Québec. Okay. On parle d'une rivière de 540 km de long, 400 mètres de dénivelé. C'est la rivière qui est probablement la plus harnachée de la planète Terre en termes d'infrastructures de barrages hydroélectriques. Elle est alimentée par 17 500 lacs. ça en fait de l'eau potable. Sur 40 000 km². C'est vraiment un territoire d'aventure extraordinaire, une nature vraiment très généreuse.
les petits champs, là, comme la petite vallée là-bas. Là, On ça, voit la petite grange. ouais, ça, c'est vraiment là, un cadeau de... Vivre là, c'est vraiment un cadeau de la vie. On en a, Tranquillité garantie. Ouais, on en Pas de a plein. trafic ici. on en a plein comme ça, des fenêtres. C'est ça que je disais, hein, j'aimerais ça d'avoir une fenêtre comme ça chez nous. Ça ferait changement un peu. Stéphane, tu es un spécialiste de la photo, mais avant tout un passionné de ta ville. Passionné de la ville, puis j'aime ça la faire découvrir aux gens au niveau de la photographie, leur montrer qui on est avec les sites historiques, le parc de l'île Melville. Et ce que j'aime aussi, c'est les gens qui m'appellent des fois en tant que photographe et qui me demandent de les accompagner en photographie pour leur montrer comment utiliser leur appareil. Et en même temps, je leur fais découvrir le territoire. Et ils reviennent à la maison avec des bonnes photos et beaucoup plus de connaissances comment utiliser leur appareil. Donc, j'imagine que tu as une belle liste d'endroits à visiter. Alors, j'ai une belle liste d'endroits à visiter et c'est surprenant. On fait tout ça à l'intérieur d'une couple de mètres carrés pratiquement sans se déplacer beaucoup. Mais le parc de l'île Melville permet justement d'aller chercher ça en un clin d'œil de la ville, de la nature à un endroit. Et c'est vraiment représentatif de où est Shawinigan, une ville entourée de nature. Excellent. Ben, je pense qu'on va faire des belles photos. Je viens hâte. Quand tu cherches à faire de la photo, une place comme ici, tu vas chercher autant des choses d'action, de sport avec la paroi d'escalade, autant que de la faune, de la nature. Tu peux te promener. L'histoire. L'histoire, puis tu n'as pas besoin de faire 1 kilomètre. À l'intérieur d'un site, à 5 minutes des bons restaurants de la ville, tu peux t'amuser. Là, ici, de ce qu'on voit, là, c'est les parois d'escalade, l'ancienne carrière que je te parlais, qui est là avec tout le site. On peut y aller par le côté. Fait que les gens se stationnent en haut, peuvent descendre ici. Fait qu'il y a tout ce milieu-là avec un bassin humide qui est là. Puis ce qui est fantastique, c'est le son. Que des fois, il y a des journées, en fin de soirée, les grenouilles, c'est écho. Hein? Puis tu as énormément, t'entends la nature ici. Donc, il y a plusieurs paramètres en photographie à regarder, mais une fois que tu prends les rudiments, Que tu contrôles ta lumière, ta vitesse, ta distance. Exactement. C'est une question d'ombre et de lumière. Mm. C'est comment d'ombre que tu as, des noirs, puis combien de blancs que tu as. Ouais. C'est trouver la bonne exposition, Le bon équilibre. le bon équilibre, la bonne exposition entre les deux. Je te parlais d'une place pour les grenouilles, pour les observer. C'est creusé avec à l'époque une espèce de fosse à côté du camp des travailleurs parce qu'il fallait bien qu'ils enterrent certaines choses et qu'ils cachent ça. Et avec les années, c'est développé une espèce d'écosystème. Puis là, tu peux voir le vert avec les grenouilles. Puis ce qui est le fun ici, regarde, on parle de grenouilles, mais champignons. Ah ben oui, ça c'est des chanterelles. Ah Ça, ouais? C'est un excellent champignon comestible, une petite saveur de citrouille poivrée. OK. Vraiment très très bon. Moi, c'est mon genre de choses que j'aime vraiment photographier, ça, les champignons. Je zoome de très très proche, un peu plus en macro, puis on les voit vraiment bien. Moi, je te propose de faire une photo macro. Toi, tu vas la faire. OK. Mais moi, j'aimerais ça faire une photo, genre photo plus touristique, de toi en train d'observer. Parce que moi, mon travail, c'est pas souvent de prendre l'objet lui-même, mais c'est de prendre la personne en action. Fait que je vais te prendre en action pendant que toi, tu vas aller chercher ça. Bon, ben, une belle découverte, ça. Je suis bien content d'avoir vu mes petites chanterelles. Je pense qu'ils vont passer à poil ce soir. Ah, ça va goûter bon. Un petit peu de beurre, un peu de poivre. Avec une bonne technique, tu es capable, après ça, de créer ta bonne lumière toi-même. Moi, je vais travailler dans des shootings photos plus touristiques avec un flash sur mon appareil. OK. Mais lui contrôle 4 autres flashs que j'ai. OK. Donc, je peux venir créer mon éclairage en tout temps avec des couleurs de gel aussi pour venir simuler un soleil. Donc, dans une situation comme aujourd'hui, je serais capable de venir chercher la lumière que j'ai besoin. OK. Parce que je la crée, ma lumière. Ah, ça, c'est intéressant. Fait que c'est l'avantage de prendre beaucoup d'expérience là-dedans.
Mais si quelqu'un qui commence en photo, il n'y a pas besoin de toutes ces Tout techniques-là. l'équipement, non, c'est ça. C'est ça. Faut commencer par la base, dans le fond. Avoir un élan de passion, avoir l'œil qui observe. Ouais. Et de lire le manuel d'instruction avant de poser un paquet de questions à vos amis photographes. Ça, c'est une bonne idée. Vous savez, la Mauricie, c'est tellement vaste, c'est tellement beau, vert, grandiose. Il y a 17 000 lacs, ou encore pour la rivière Saint-Maurice. Il y a des gens qui viennent d'Europe pour venir ici. C'est entre Québec et Montréal. Passez donc faire votre tour.